On fait comme si c'était un documentaire sur un monde inconnu, et avec l'information qui est donnée dans le film, et seulement elle, je ne peux pas aller dans le film, je ne peux pas aller sur Avatar, c'est une planète évidemment imaginaire, et bien avec seulement l'information qui nous vient du film, j'essaie de déduire le maximum de choses. Et de ce point de vue-là, la méthode qu'on va employer va se rapprocher très exactement de celle qu'utilisent les chercheurs, les scientifiques en général, mais particulièrement les physiciens, et plus précisément les astrophysiciens. Les astrophysiciens, c'est les Corses, comme dans Astérix. Les Corses, ils regardent le gui tomber, les druides corses laissent le gui tomber pour le ramasser. Les astrophysiciens attendent que la lumière arrive sur Terre. Et sur Terre, ils font des efforts considérables pour récupérer la lumière qui arrive sur Terre, l'analyser et comprendre des choses sur l'univers. Et après, ils vous racontent que le centre du Soleil est à 15 millions de degrés, personne n'a été au centre du Soleil, que la galaxie machin truc elle est à 10 milliards d'années-lumière, personne n'a pris son double décimètre pour faire ça, et que l'univers a 13,7 milliards d'années, il n'y a pas un type avec un chronomètre depuis ce temps-là pour vous dire que c'est ça la valeur. Donc uniquement avec l'information qui vient du ciel, sans pouvoir y aller, sans pouvoir agir dessus, ils font tout un raisonnement avec la physique d'ici et maintenant, l'information qui nous vient du ciel, et ils en déduisent des choses qui ne sont pas données a priori. Ce n'est pas écrit à côté, en petites lettres, la température du Soleil ou la distance de telle galaxie. Exactement la même procédure qu'on va suivre ici. Donc d'une certaine façon, ce n'est pas scandaleux que ce soit un astrophysicien qui fasse ce genre de travail, parce que c'est très exactement ce que font les astrophysiciens dans la vraie vie. Là, c'est la fausse vie pour rigoler. En plus, Avatar, il y a des incohérences, il peut y avoir des incohérences, Avatar et dans d'autres films. Donc on ne peut pas aller aussi profondément que dans la nature, mais n'empêche que la procédure est la même. Donc ce qui vaut le plus, à mon sens, c'est la méthode qu'on suit, la méthode d'investigation scientifique suivie pour analyser ce film, et l'information qu'on en sort, elle est rigolote, mais c'est le chemin qui vaut plus que la réponse qu'on va en trouver. Voilà, ce préambule étant donné, voici ce qu'on entend dire souvent, la planète Pandora. Alors ça ne peut pas être une planète, ce truc-là, parce que ça tourne autour de la planète Polyphème qui tourne autour d'un soleil, Alpha du Centaure. Et donc, ça peut pas être une planète, c'est un satellite, en fait, de la planète géante Polyphème. Voilà déjà une subtilité sémantique, pour vous, elle ne vous aura pas échappé. Je fais cette conférence en version light, en 6e, et là, on peut poser des questions en 6e, des questions difficiles. Par exemple, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, en 6e, ça peut prendre un certain temps. C'est l'ombre de ça. Voilà. Et des fois, ça prend un peu de temps. Ah, ben, vous voyez, la vie n'est pas si simple. Alors maintenant, deuxième question, pour vous montrer que vous voyez qu'on peut faire des niveaux d'investigation. Tout à l'heure, il y a des choses qui vont probablement vous passer au-dessus de la tête. Ou probablement. Et là, on peut faire des choses qui sont plus simples, mais qui en même temps sont un peu surprenantes. Voilà encore sur cette image, où est la source de lumière? Où est le soleil qui éclaire cette scène? Dans quelle direction il est? Bah voilà. Ah voilà. Parce qu'on aligne l'ombre avec ça, donc ça a l'air d'aller par là. Bon alors en même temps, si on regarde l'ombre qui est ici, ça a l'air d'être plutôt par là. Alors on se dit merde, ils ont commencé à merder déjà, dès la première image. Non, probablement... Cette scène-là, avec les moyens modernes d'image de synthèse, ils ont fait cette scène en 3 dimensions, et puis ensuite c'est projeté en 2 dimensions sur l'écran, et donc du coup il y a des aberrations, des perspectives qui fait que les choses n'ont pas l'air d'être alignées alors qu'elles le sont. Hein. Mais bon, on peut aligner l'ombre et là, voilà. Donc voilà des questions niveau 6e, en tout cas je pose aux enfants en 6e, et ça les occupe un peu. Pourquoi ça s'appelle Polyphème? Question niveau 6e, parce qu'ils ont lu l'Odyssée. Ça je sais, ils ont leur programme de français, ils ont lu l'Odyssée, donc là ils peuvent pas me rouler. Parce qu'il y a un gros œil là. Voilà. Et donc cette planète, un gros œil comme l'œil du Cyclope. Polyphème dans les aventures d'Ulysse. Alors évidemment, quand ils ont fait ça, les gars, vous voyez qu'ils sont scotchés en chaîne, je veux dire, ça les occupe un bon quart d'heure, 1 minute, ces 3 questions. Hein. Alors, quand on voit cette planète qui est derrière, ça ressemble à la Terre. Les continents, c'est pas les mêmes, il y a des océans, il y a des masses vertes, les masses continentales, les forêts, il y a des nuages, il y a la nuit, le jour, il y a l'autre côté qu'on ne voit pas, bon, tout va bien, ça ressemble à la Terre de l'espace, ça n'est pas la Terre de l'espace. Ceci, on pourrait dire, c'est une planète dessinée au hasard, ils ont fait ça un peu au hasard. Ben regardez, pas du tout. Hein, donc quand même, ils ont bossé, les 350 millions de dollars, ils n'ont pas été dans le scénario, mais ils ont quand même un peu bossé. Regardez ça, c'est la surface de Jupiter, de la planète géante Jupiter. Et vous prenez Jupiter là, avec Io, un satellite de Jupiter, son ombre, et puis la tache rouge de Jupiter découverte par Galilée en 1610, enfin, on l'appelle tache rouge maintenant, mais lui, il la voyait plutôt foncée. Et les nuages de Jupiter, vous prenez Jupiter, vous la peignez en bleu avec Photoshop, ce que j'ai malheureusement pas réussi à faire, et vous obtenez ça. Hein, regardez bien ça, c'est ça. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc ils ne se sont pas embarrassés, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses dans ce film, notamment en biologie, enfin ça vous n'allez pas le voir parce que je ne vais pas en parler, on n'aura pas le temps, qui sont des assemblages de choses réelles, terrestres, mais assemblées un peu différemment pour faire quelque chose de plus curieux, d'un peu plus exotique, et éventuellement assez spectaculaire, parfois spectaculaire. Donc vous voyez, Jupiter. Alors, ça tourne autour d'Alpha du Centaure. En fait, Alpha du Centaure, c'est une étoile qui existe vraiment, qu'on trouve de la constellation du Centaure, qui est une constellation qu'on voit depuis l'hémisphère austral essentiellement, donc pas depuis la France. Et Alpha du Centaure, c'est une étoile double. C'est 2 étoiles. Alors on entend souvent dire dans une étoile double, c'est 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Non, si on veut être précis, elles tournent l'une et l'autre autour de leur centre de gravité commun.
Donc en gros, elles font ça. Les étoiles, c'est les pointes des doigts, et elles tournent comme ça, l'une autour de l'autre, pour faire court, et pour faire précis, l'une et l'autre autour de leur centre de gravité commun. Alpha du Centaure A, Alpha du Centaure A et B, les voilà. A et B, c'est pour dire la première et la deuxième du couple d'étoiles. Par rapport au Soleil, ça vous donne une idée visuelle. Pour ceux qui lisent les tableaux, voilà, il y a des nombres. Tout est en unité solaire. Les masses sont en masse solaire, les rayons en rayons solaires, les luminosités en luminosité solaire. Donc Alpha du Centaure, essentiellement, elle est 10% plus massive, 23% plus grosse et 50% plus lumineuse. C'est une sorte de un peu plus gros qu'un peu plus brillant que notre Soleil, tandis que B est un peu plus petite. J'ai mis à côté Proxima du Centaure. Proxima, comme son nom l'indique, c'est l'étoile la plus proche de notre système solaire. Et elle fait peut-être, on hésite encore, elle est peut-être fait partie du système Alpha AB. C'est peut-être un système triple en fait. Elle est assez éloignée. Ces deux-là, leur distance varie entre quelque chose comme la distance Soleil-Saturne et la distance Soleil-Neptune au fil de leur orbite. Donc elle reste toujours assez proche, à quelques centaines de millions de kilomètres. Proxima est beaucoup plus lointaine. Proxima est à peu près à 13 000 fois la distance Terre-Soleil de ces deux astres. Donc elle est vraiment lointaine. Mais c'est la plus proche de notre système solaire. Ces deux-là sont juste derrière. C'est le deuxième couple le plus proche. Donc c'est assez logique d'aller là-bas. Après tout, c'est l'étoile la plus proche. En tout cas, c'est l'étoile qui ressemble au Soleil la plus proche, Alpha du Centaure A. Donc pourquoi pas aller là-bas dans le film? C'est pas la plus mauvaise idée qu'on puisse imaginer. Alors on a regardé, est-ce qu'il y a autour d'Alpha du Centaure, est-ce qu'il y a d'abord des planètes autour d'autres soleils? Ça maintenant, la réponse est oui. On le sait depuis à peu près 15 ans. Même un peu plus, 16 ans. En 1995, on a découvert la première exoplanète, planète qui tourne autour d'une autre étoile, qui était autour d'étoile 51 de la constellation de Pégase. Maintenant, on en est à peu près à 540 exoplanètes avérées. Et on en trouve plusieurs par mois. Donc si je reviens dans 2 mois, il y en aura encore beaucoup plus que 540. Et il y a un satellite qui s'appelle Kepler, dont le but est d'observer, de détecter le maximum d'exoplanètes, donc de planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Et le satellite Kepler, il a 1235 exoplanètes candidates. Ça veut dire des objets qui pensent être là, mais dont il attend confirmation en prolongeant le temps d'observation pour confirmer la présence d'exoplanètes. Donc l'année prochaine, il y aura probablement, sans aucun doute, plus de 1000 exoplanètes découvertes. Donc des exoplanètes, ça existe. Maintenant, est-ce qu'il y en a dans Alpha du Centaure? Alors évidemment, Alpha du Centaure, vous pensez bien, couple stellaire le plus proche, il a été scruté attentivement. On n'en a pas trouvé pour l'instant. On n'a pas trouvé de plus grosse que Jupiter à peu près. Ça n'exclut pas qu'il y ait des plus petites planètes, mais il n'y en a pas de plus grosse que Jupiter. Alors dans le film, on nous dit que Polyphème fait à peu près la taille de Saturne, un peu plus petit que Jupiter. Bon, donc Polyphème n'est pas encore, on va dire, totalement exclu. La possibilité d'un Polyphème dans Alpha du Centaure n'est pas totalement exclue, mais elle n'est pas confirmée pour l'instant du tout. Quant à Pandora, une lune autour d'une exoplanète, ça on n'en a jamais observé pour l'instant. Il y en a certainement, on n'en a jamais observé directement. Oui, bien sûr. Alors, une planète, c'est quelque chose qui tourne autour d'une étoile. La définition est un peu plus longue. Ça tourne autour d'une étoile et ça doit être sphérique. Je ne rentre pas dans les détails sur pourquoi ça doit être sphérique, mais ça tourne autour d'une étoile et c'est sphérique. Bon. Un satellite, c'est quelque chose qui tourne autour d'une planète. Par exemple, la Lune est le satellite de la Terre. Io est un satellite de Jupiter. Pandora est un satellite de Polyphème, si ça existait, mais enfin, la situation est celle-là. Ensuite, exoplanète, c'est une planète, donc ça veut dire que ça tourne autour d'une étoile, mais exo, ça veut dire en dehors de notre système solaire. C'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que le Soleil. Et donc les 540 dont je parlais, elles sont autour d'autres étoiles, et de bien d'autres étoiles, elles ne sont pas toutes autour de la même étoile, évidemment. On a trouvé des systèmes stellaires, jusqu'à 6 exoplanètes pour l'instant, et il y en a où on n'en a trouvé qu'une, on en a détecté qu'une. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a qu'une, ça veut dire qu'on en a détecté qu'une, il y en a peut-être quelques-unes autour. Dans notre système solaire, il y a 8 planètes. 8 planètes. Et après, il y a tout un tas d'autres choses, les comètes, les astéroïdes qui ne sont pas sphériques. Il y a des choses qui sont ni des comètes, astéroïdes, pas sphériques, petits, minables, un peu plus gros, mais sans avoir le nom de planète, qu'on appelle les planètes naines, subtilité sémantique, où dedans on a mis Cérès, le plus gros, ce qu'on appelait avant le plus gros astéroïde, qui maintenant est une des planètes naines, Pluton, qui est devenu une planète naine, et puis tout un tas d'objets au-delà de Pluton. Il y en a 5 au-delà de Pluton, dont certains sont même plus gros que Pluton, au-delà de Pluton, c'est-à-dire plus lointains que Pluton, et qui ont aussi le nom de planète naine maintenant. Donc il doit y avoir 6 ou 7 planètes naines officielles, et il y en a probablement bien d'autres qui vont être découvertes au fil des découvertes de ce qui se passe dans les confins du système solaire. Donc Alpha du Centaure, ça existe, la planète, ça existe. Alors évidemment, dans un système à 2 étoiles, c'est un peu plus subtil, quoi, parce que nous, notre système solaire, il est simple. Il y a le Soleil, 99,8% de la masse, Jupiter, 0,1%, Saturne, 0,1%, le reste, 0, peu s'en faut. La Terre pèse 330 000 fois moins que le Soleil, par exemple. Donc quand on étudie le mouvement du système de la Terre dans le système solaire, essentiellement, c'est de la Terre dans le champ de pesanteur du Soleil. Ça s'appelle un système à 2 corps. Le Soleil et la Terre, qui est une poussière qui tourne autour du plus gros. Là, il y a déjà 2 gros corps, il y a 2 étoiles, plus les planètes, Polyphème et éventuellement d'autres.
C'est des systèmes à n corps, où il y a 2 gros corps, éventuellement la grosse planète, mettons, ça fait un système à 3 corps. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à résoudre. Beaucoup plus compliqué. Il y a un mathématicien qui s'appelle Poincaré qui a montré que ça fait des systèmes chaotiques, c'est pas intégrable, pour ceux qui savent. Voilà, c'est juste la merde, pour ceux qui savent pas. Voilà, on va faire court. D'accord ? Donc ces trucs-là, c'est pas simple de se dire est-ce qu'il y a des orbites stables dans un système binaire. Dans l'Alpha du Centaure, qu'on connaît bien l'orbite des 2 étoiles, on a pu montrer qu'il est possible qu'il y ait des orbites stables. On dit Polyphème est non seulement possible, c'est-à-dire envisageable, mais il y a des orbites stables, donc si il y a des possibilités de planètes, de formation de planètes dans un système binaire, dans certaines conditions. Et dans l'Alpha du Centaure, il semble qu'elles soient vérifiées. Bon, on n'en a toujours pas trouvé, mais donc la question se poserait de la stabilité de l'orbite. Parce que si l'orbite n'est pas stable, la planète fait 3 tours de l'étoile, en gros, et puis elle est éjectée, ou elle tombe sur l'étoile, ou elle rencontre une autre planète, bref, ça sent le gaz pour ceux qui veulent se développer dessus, quoi. Alors, la question maintenant, c'est quelle est l'orbite de Pandora? On va essayer de faire ça vite quand même. Voilà, on est sur le sol de Pandora. Voilà, on voit Polyphème dans le ciel. Là, on est sur le sol de Pandora. C'est un navire qui est à cheval. Il y a des chevaux à 6 pattes. Ça, c'est un critère d'exotisme extraterrestre classique. Hein. L'auteur de Tarzan, Edgar Rice Burroughs, il avait déjà fait un cycle qui s'appelle le cycle de Mars, dans lequel il y a un terrestre qui se retrouve sur Mars, qui est l'état d'aventure, qui s'appelle John Carter. Et ce Carter, toutes les bêtes qui croisent, elles ont 6 bras, enfin 6 membres. Donc des fois 2 paires de bras. Donc ça, c'est un critère, c'est 1919, hein, le cycle de Mars, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Les 6 bras pour faire extraterrestre, c'est classique. Donc il y a des chevaux à 6 pattes, les navires sont dessus, ils sont à cheval là-dessus, ils cavalent dans la plaine, là, on voit enfin ça ne va pas être contrasté, mais ils cavalent dans la plaine, il y a du feu ici, il y a des camps, il y a des très grands arbres, c'est les arbres où les tribus navis, Radé, là, c'est la classe, là. Il y a des arbres où les tribus navis habitent, se logent, enfin font leur camp. Et puis, il y a Polyphème dans le ciel, des satellites manifestement de Polyphème, d'autres satellites, un machin pas clair dont on pourra discuter après. Et puis des trucs qui volent. Bah oui, il y a un machin brillant, là, c'est quand même, c'est l'étoile de Jésus. Est-ce qu'il y a Jésus en dessous? Enfin, c'est quoi? Bon, question. Alors, d'abord, pour estimer le rayon de l'orbite de Pandora, il y a une information extrêmement importante, c'est que cette chose-là, qui est Polyphème, on connaît sa taille réelle, c'est Saturne. Autrement dit, c'est à peu près 57 000 km de rayon. Bon, alors je connais la taille réelle de ce truc-là. Pour connaître la distance d'un objet dont je connais la taille réelle, il faut aussi que je connaisse sa taille angulaire. Quand je connais un objet pour les gens du fond, cet objet-là, si vous voulez connaître sa distance entre vous et cet objet, ce truc-là, je vous dis, il fait 10 cm. Vous le voyez sous un angle, par exemple, de 1,5 degré. Avec le 1,5 degré et le 10 cm, vous arrivez à déduire la distance qui vous en sépare. Évidemment, parce que s'il était moi tout près, moi je ne le vois pas sous 1,5 degré, moi. Moi, je le vois sous un grand angle parce qu'il est tout près de moi. Et puis s'il était à 1000 km, vous verriez un tout petit point minable. Donc la distance, elle est liée à la taille apparente de l'objet et à sa taille réelle. La taille réelle, je la connais. La taille apparente, je ne la connais pas. Question, combien vaut-elle ici? Alors, 2 solutions. On fait ça à l'estime. Disons, bon, ça va faire, je ne sais pas, 10 degrés. Prenons 10 degrés, mais c'est pourquoi 10 plutôt que 15 ou 20 ou 3? On peut comparer ça d'abord à la Lune. Ça fait comme une impression curieuse, ce truc dans le ciel. Hein. Ça fait beaucoup plus gros que la Lune dans le ciel de la Terre. La Lune dans le ciel de la Terre, c'est 1,5 degré. Donc on se dit que ça va être quand même plus gros que 1,5 degré. Mais même peut-être beaucoup plus gros. Alors on peut y aller 10 ou 15 degrés. Mais c'est 10, c'est 15, c'est 20, on ne sait pas. Alors pour estimer ça, première chose, on va faire une méthode, on va dire, je vais me moquer parce qu'on est à Centrale, donc on peut se moquer d'autres, on va faire une méthode de polytechnicien. C'est-à-dire, on se ramène au problème précédent. Vous savez que ça ferait rire certains. On se ramène au problème précédent. Et donc on dit, je trace un cercle pour Polyphème, je trace un trait ici. Ce cercle, il fait, je ne sais pas, 200 pixels, ça fait 10 pixels. Donc ça, c'est 20 fois plus gros que ça. La taille apparente du cercle, c'est 20 fois la taille apparente du trait rouge. Bon, question, taille apparente du trait rouge. Et donc de l'arbre qui est au fond. Donc ça, je me dis, c'est polytechnicien, je me ramène à la question précédente. Alors maintenant, la question précédente, c'est quelle est la taille de cet arbre? Si cet arbre fait 3 degrés, ça fait 20 fois 3 degrés. Cet arbre fait 0,1 degré, ça fait 20 fois 0,1 degré. Le 20, je le sais parce que j'ai mesuré le nombre de pixels dans le cercle et dans le trait rouge. Alors pourquoi je prends cet arbre et pas celui-là? Parce que celui-là a une propriété tout à fait intéressante, c'est quand on le regarde bien, il a l'air loin. Et quand je dis loin, il a l'air à l'horizon. Bon, peut-être pas pile à l'horizon, mais il a l'air à l'horizon. Et ça, la distance de l'horizon, je peux la calculer sur une planète. Tandis que cet arbre-là, il est quelque part devant moi, je n'ai aucune idée de sa distance. Alors la distance de l'horizon, c'est comment on calcule ça? Ça dépend de 2 choses, la distance de l'horizon. La hauteur de vos yeux au-dessus du sol et la vitesse à laquelle le sol s'échappe à votre regard. Donc il dépend de la courbure de la sphère de la planète, donc de son rayon, et il dépend de la hauteur de vos yeux. Hein, quand les pirates arrivent, il faut monter sur la vigie. D'ailleurs, il faut monter sur la vigie avant qu'ils arrivent, comme ça vous les voyez arriver de loin. L'horizon, il est plus grand quand vous êtes haut. Bon, alors là, les yeux, c'est un navire qui fait 3 mètres de haut, et dans le film, sur un cheval qui est à la taille du navire, enfin qui est à l'échelle du navire. Donc les yeux du navire sont peut-être à 5 ou 6 mètres de haut.
La planète Pandora, on va déterminer sa taille tout à l'heure, c'est 4900 km. Donc on peut déterminer avec ces deux chiffres-là la distance de l'horizon, à peu près 17 km. Donc cet arbre-là, je vais le mettre à 17 km. Peut-être c'est à 16, peut-être c'est à 18, mais je prends 17, ça sera une valeur, un ordre de grandeur, à mon avis, tout à fait plausible. Maintenant, il faut que je connaisse la hauteur de l'arbre. Pour avoir sa taille angulaire, il faut que je connaisse sa hauteur réelle. Combien de mètres ça fait un arbre comme ça? Alors là, c'est plus compliqué, parce que, encore une fois, c'est pas écrit dessus. Alors pour le savoir, ça, je compare les arbres de Pandora et les arbres terrestres. Première chose qu'on peut faire sur les arbres terrestres, c'est d'abord constater que plus l'arbre est grand, plus son diamètre de tronc est important. Ça paraît logique. Les chênes, ils poussent comme des baguettes. S'ils continuent comme des baguettes en faisant 30 mètres de haut, à un moment donné, il y aura un problème. Bon, donc ils sont plus gros, les chênes, n'importe quels arbres d'ailleurs. On peut s'amuser à tracer, ça c'est extrêmement intéressant, à tracer, en fonction de la hauteur de l'arbre, le diamètre à la base du tronc. Et se demander, par exemple, quelle courbe ça va donner. Et on pourrait se dire naïvement, si l'arbre est 2 fois plus haut, son diamètre sera 2 fois plus grand. Par exemple, la relation linéaire, l'extrapolation linéaire standard qu'on a toujours en tête. Sauf qu'en général, ça ne marche pas. Eh bien, ça ne marche pas, encore une fois. On trouve que, pour ceux qui savent, le diamètre est proportionnel à la puissance 3/2 de la hauteur. Pour les autres, ça veut dire que quand l'arbre, pour tomber en nombre rond, quand vous avez un arbre qui est 4 fois plus haut qu'un autre, son tronc, il n'est pas 4 fois, il est 8 fois plus large. Alors on prend les arbres les plus hauts de la Terre, c'est les séquoias qui font à peu près 100 mètres de hauteur, qui font quelque chose comme de 10 à 15 mètres de diamètre, et puis je vais les comparer à ceux-là. Et ceux-là, je vais essayer d'estimer leur diamètre. Et puis en me rapportant avec les séquoias, j'ai trouvé la hauteur. Et les diamètres, comment je l'estime? À un moment donné, il y a le gros arbre qui est bombardé par les méchants. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, il y a des gentils et les méchants, et à la fin, les gentils gagnent. Donc les méchants bombardent l'arbre des navis pour l'écrabouiller. C'est le camp de base des navis. Et bien cet arbre, il y a des gros hélicoptères, des hélicoptères bêtes de combat, qui doivent faire 10 ou 15 mètres de large, et quand on voit le diamètre du tronc derrière, on se dit que ce diamètre-là doit bien faire 80 mètres, peut-être 100 mètres de diamètre. C'est un sacré arbre. Quand vous prenez 100 mètres de diamètre, ça fait quelle hauteur? Sachant que pour les séquoias, 100 mètres de haut, ça fait 16 mètres de diamètre. Ben, pour faire 100 mètres de diamètre ou 80 mètres de diamètre, ça fait quelle hauteur? En prenant les séquoias, ben, peut-être 300 à 400 mètres. Donc voilà comment j'ai une estimation de la hauteur des arbres de Pandora. Encore une fois, une estimation de l'ordre de grandeur. C'est pas 1 km, mais c'est pas 100 mètres non plus, ça c'est sûr. Donc ce truc-là, ça fait, on va mettre 350 mètres pour mettre au milieu de mon intervalle, 300 à 400 mètres, je dirais même 350 mètres, à 17 km. Donc la réponse est, ce truc-là fait 1,2 degré. Comme ce truc-là fait 20, ça fait 24 degrés. Et comme ça fait 24 degrés, 57 000 km, 24 degrés, la distance est 268 000 km. Donc le rayon de l'orbite de Pandora, c'est quelque chose comme un peu moins de 300 000 km, ordre de grandeur. C'est pas 1 million de kilomètres, c'est pas 100 000 km. Et c'est bien comme valeur, c'est tout à fait plausible. Il y a des tas de satellites de Jupiter ou de Saturne qui ont chacune à peu près 60 satellites qui sont dans ces distances-là, quelques centaines de milliers de kilomètres de la planète géante. Trop proche, ils pourraient se briser sous l'effet des forces de marée. Trop loin, ben, il y en a quelques-uns qui sont très loin. Mais très loin, ils ne sont pas toujours très liés, ils peuvent dégager simplement par interaction gravitationnelle avec un corps qui passe et qui leur orbite étant moins stable. La magnitude apparente, alors ça ne vous parle pas, mais la luminosité de ce truc-là dans le ciel, c'est 1500 fois plus brillant que la pleine lune, on peut calculer ça. Ça veut dire qu'il ne fait jamais nuit sur Pandora, quoi. Les plans romantiques avec la bioluminescence, tout ça, dans une petite obscurité sympathique, no chance, hein, c'est 1500 fois la pleine. Quand c'est la pleine lune, on peut marcher tranquille en forêt, quoi. Enfin, en forêt non, parce qu'il y a quand même un couvert d'arbres, mais en plaine, on peut marcher tranquille avec la pleine lune. On ne risque pas de se casser la figure. C'est pas super à l'aise, mais on le fait sans problème. Là, c'est 1500 fois plus grand que la pleine lune, donc la nuit totale sur Pandora, non, ça n'existe pas. Il y a des conséquences, on en reparlera après si on a un peu de temps, il y a plein d'autres conséquences sur ça. Ce point brillant, alors ça peut être quoi? Il y a au moins 6 ou 7 possibilités, l'air de rien, avec ce point brillant. Celle qui tombe sous le sang, c'est 1. D'abord, ça va pas être Alpha du Centaure A. Ça, c'est l'étoile autour duquel tourne Polyphème. Donc, quand Alpha du Centaure A est levé, c'est comme quand notre Soleil est levé. Donc là, c'est trop brillant. Ça peut être Alpha du Centaure B. C'est pas assez brillant. Alpha du Centaure B, l'autre étoile, elle serait beaucoup plus brillante que ce petit point-là dans le ciel. Ça pourrait être Proxima du Centaure. Trop brillant, ce truc-là. Proxima du Centaure, c'est une petite crotte d'étoile de rien du tout. Elle n'est pas très loin, proportionnellement à la distance qui sépare le Soleil d'Alpha du Centaure. Mais là, c'est beaucoup trop brillant, ça. Ça pourrait être notre Soleil vu de la Terre. Aucune chance. Notre Soleil vu de la Terre, il serait brillant comme une étoile comme ça, comme une étoile de première grandeur, comme on dit, dans quelque chose qui soit une étoile intéressante dans le ciel, une des plus brillantes du ciel. Alpha du Centaure, vu depuis la Terre, c'est une des 10 étoiles les plus brillantes du ciel. Mais ce n'est pas un phare inratable, c'est un spot lumineux incroyable, ça. Alors ça peut être quoi encore? Ça peut être comme l'étoile du Berger sur Terre, qui n'est pas une étoile, qui est simplement la planète Vénus,
qui est extrêmement brillante vue depuis la Terre, ça pourrait être une autre planète du système d'Alpha du Centaure A, extrêmement brillante, donc l'équivalent de Vénus, qui brille dans le ciel. Ça, c'est possible. Ça pourrait être le vaisseau interstellaire qui a amené les humains, dont les surfaces métalliques réfléchissent la lumière d'Alpha du Centaure A et qui brille comme brille un satellite dans le ciel de la Terre. Et parmi les satellites le plus brillants de tous les satellites terrestres, de tous les satellites artificiels, c'est la Station Spatiale Internationale. Si vous regardez un site qui s'appelle Heavens Above, heavens-above.net, un site en anglais, vous pouvez avoir les occurrences de passage de n'importe quel satellite artificiel, en particulier l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour un lieu que vous précisez, par exemple l'école centrale de Paris. Vous cliquez, vous attendez qu'il fasse beau, et vous regardez le passage. Et vous avez un machin, c'est juste hallucinant, quoi. C'est un truc hyper brillant qui passe dans le ciel, puis après qui disparaît à l'horizon, ou qui disparaît dans l'ombre de la Terre. Donc ça pourrait être le vaisseau spatial. Alors c'est peu probable, parce que ce point-là, dans le film, on le voit, il ne bouge pas. Alors s'il ne bouge pas, ça veut dire que le vaisseau, c'est en orbite Pandora stationnaire. Avec les 2 étoiles, la grosse planète et Pandora dans la gravité, je vous laisse faire le calcul, ça rigole pas. Bon, on n'y croit pas trop. Dernière possibilité, ça peut être une supernova, une étoile qui explose, et en explosant, cette étoile, elle dégage une quantité considérable de lumière, et une étoile qui était invisible à l'œil nu devient visible à l'œil nu pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, et elle peut même être visible en plein jour. C'est arrivé par exemple en 1604 et en 1576 déjà, et encore à 3 ou 4 reprises dans le ciel de la Terre, où on a des documents historiques qui en attestent. On a vu une étoile exploser, les gens à l'époque ne savaient pas que c'était une étoile qui explosait. On a vu une étoile exploser et on a vu un point brillant dans le ciel autre que le soleil en plein jour. C'est dire la luminosité du truc. Bon, les supernovas, il en expose dans notre galaxie à peu près 3 par siècle. Nous, sur Terre, la dernière, c'était 1576, 1604. Bon, vous voyez qu'il faudrait vraiment qu'ils aient un coup de peau d'enfer, donc ça, j'y crois pas trop. Donc le plus probable, c'est l'étoile du berger local. Et vous voyez, il y a plein de possibilités. Je passe ça. Regardez, cette affaire de mesure de diamètre apparent, je vais faire la même manip avec la Lune. Là, on voit la Lune près de l'horizon. On a l'impression que la Lune près de l'horizon, vous avez déjà vu ça, peut-être elle a l'air très grosse. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire, encore une fois, là j'insiste sur la méthodologie scientifique, c'est le doigt mouillé, c'est gentil, mais nos sens nous trompent. Et donc la science, elle s'est bâtie quand même avec le quantitatif, en faisant des mesures vraiment, puis l'autre gars ou l'autre fille d'à côté, elle fait aussi des mesures et on compare. C'est pas, oui, moi j'ai l'impression que ça fait 3 cm ou que ça fait 20 degrés. Non, ça c'est pas bon. Parce que non, en plus, nos sens peuvent nous tromper. Non seulement ils sont limités, là on a l'impression que la Lune, elle a un très gros diamètre apparent. Elle se lève là derrière, les coups se couchent peut-être, derrière les coupoles du télescope, des 4 télescopes de 8 mètres européens au Chili, le VLT, le Very Large Telescope européen. Moi je connais la hauteur des coupoles, 29 mètres. Le gars qui a fait la photo, il a fort aimablement donné l'endroit d'où il a pris la photo, les coordonnées GPS. Donc avec Google Earth, Google Maps, je connais la distance exactement entre la position d'où il a pris la photo et les coupoles. Et je fais la même chose que tout à l'heure, je compare le cercle de la Lune avec le trait de la coupole, donc je sais qu'elle fait 29 mètres, je connais exactement la distance, et quand je fais mon petit calcul, j'obtiens un diamètre apparent de la Lune 0,55 degrés. Bah, la bonne réponse. Donc ma méthode, elle marche. Bon, tout à l'heure, je n'avais pas tous les nombres, évidemment, j'en ai mis la hauteur des arbres, la distance de l'horizon, j'ai mis ça comme j'ai pu, en essayant de raffiner un peu, mais j'ai mis ça comme j'ai pu. Et ça marche très bien. Et il faut se méfier de nos sens, parce que là, regardez, quel est le trait rouge le plus grand ? N'essayez pas de donner la réponse psychologique, donnez la vraie réponse que vous voyez avec vos yeux. C'est clairement le trait de droite, normalement. Si vous dites gauche, ou la même chose, il y a un problème, je vous rassure. Ce trait-là est clairement plus grand que celui-là. Et pourtant, je ne fais qu'enlever le fond, je ne truande pas les traits, je ne fais qu'enlever le fond. La vraie réponse, c'est ça. Ils ont exactement la même taille. D'accord ? C'est une illusion optique classique, ça s'appelle l'illusion de Ponzo. Là, il y a ces traits là, dans le métro londonien, donnent une illusion de perspective, et notre cerveau, assez bêtement, attribue des tailles apparentes plus grandes aux objets qui pensent les plus lointains. Quand la Lune est près de l'horizon, il la voit plus grande parce qu'il la pense plus lointaine que quand elle est au zénith, on va dire, haute dans le ciel. Et pourquoi ça ? Parce que, pour une raison pas claire, notre cerveau pense que l'horizon est plus loin que le dessus. Vous pouvez faire l'expérience quand vous avez un horizon dégagé, c'est absolument stupéfiant. Un point du ciel, je ne parle pas d'un bâtiment, un point du ciel près de l'horizon, vous aurez toujours l'impression qu'il est plus loin qu'un point du ciel au-dessus de votre tête. Pourtant, vous n'avez aucun argument pour vous dire la distance là, quand c'est bleu, il n'y a rien ou il n'y a rien. Vous ne savez pas la distance. Vous aurez toujours l'impression que c'est plus près au-dessus qu'à l'horizon. Et avec cette impression-là, vous attribuez automatiquement une taille apparente plus grande à la Lune. Donc le doigt mouillé, ça ne marche pas du tout, quoi. Conclusion, la science, c'est utile. Enfin, j'en ai été convaincu ici, j'espère. Alors voilà une très belle image, ça c'est une image en fausse couleur, prise en infrarouge de Jupiter et de son satellite Io. Voilà la tache rouge là, qui a été colorisée en blanc. Donc c'est des couleurs qui veulent montrer autre chose. Ça a été prise par la sonde New Horizons, c'est une sonde qui va vers Pluton, qui arrivera vers Pluton en 2015. Et ce qui est intéressant, ça c'est un montage, hein, c'est 2 photos qui ont été assemblées pour faire un joli panorama.
vous voyez, on sait faire aussi des jolies photos en vrai, hein, pas besoin de faire avatar. Bon, évidemment, il faut envoyer la sonde. Bon, la sonde, elle ne vaut pas 350 millions de dollars, elle vaut plutôt 1 milliard de dollars. L'envoi, tout ça. Donc, Avatar, finalement, on fait des belles images pour un peu moins cher, finalement, quand on réfléchit bien. Enfin, sauf qu'elles sont fausses. Elles sont repompées sur celle-là. Donc, il a fallu d'abord payer ça pour faire Avatar. Et là, regardez le petit machin bleu qui est là. On va en faire un agrandissement. Là, c'est plus bleu, c'est juste en noir et blanc. Voilà, c'est ce truc-là. Ça, c'est une éruption volcanique sur Io. La taille de Io, c'est à peu près un peu plus grand que la taille de la Lune. Cette éruption-là, elle monte à 300 km d'altitude. Vous imaginez un volcan qui crache de la lave, donc de la roche fondue à 1000 degrés, ça part à 300 km. Et ça arrose là-bas, loin, à des centaines de kilomètres. Donc là, il y a un très gros volcan, et ce très gros volcan, c'est Io à part la Terre, c'est les deux seuls endroits où il y a du volcanisme actif, du volcanisme de roche liquide. Il y a d'autres volcanismes dans le système solaire qu'on appelle le cryovolcanisme. Là, c'est du volcanisme de glace fondue. Ce n'est pas de la roche liquide, donc très chaude, c'est de la glace qui est fondue. Donc, au lieu d'être à moins 180, elle est à 0 degré, ou peu s'en faut. Ça existe du cryovolcanisme sur Encelade, par exemple, un satellite de Saturne. Là, on voit ce volcan, et sur le Io, le volcanisme de Io ne résulte pas de son activité interne, parce qu'elle n'en a pas, elle n'aurait pas toute seule, elle serait un peu comme la Lune, il n'y a pas de volcanisme sur la Lune, mais elle résulte des forces de marée de Jupiter sur Io. Les forces de marée de la Lune sur la Terre, ça fait monter et descendre des océans. Ça fait aussi monter et descendre la croûte terrestre. Quand la marée est pleine à Brest, la croûte terrestre sous Brest, et un peu alentour évidemment, a monté de 30 cm. Donc tout le sol, j'ai dit ça, tout le sol c'est monté de ça. Quand c'est les marées de la Terre sur la Lune, la croûte de la Lune monte à peu près 1 mètre. Quand c'est la pleine marée sur la Lune. Sauf qu'on est dessus, ça ne se voit pas, on monte avec, donc tout va bien. Et ça monte lentement, ça ne monte pas d'un coup. Et puis les marées de Jupiter sur Io, ça rigole pas du tout, ça fait monter la croûte de Io de 100 mètres à peu près. Et donc vous imaginez Io comme une boule de pâte à modeler dans le champ de pesanteur de Jupiter, dans les forces de marée de Jupiter, et puis ça l'écrase, ça en fait un ballon de rugby, après ça en refait un ballon de foot, puis ça fait un ballon de rugby, puis ça fait un ballon de foot. L'extension entre sphérique et oblong, c'est 100 mètres l'écart, ça n'a pas l'air énorme, mais tous ces mouvements-là font des frictions internes énormes, qui dégagent une quantité considérable d'énergie, qui font fondre les roches à l'intérieur, et qui provoquent ce volcanisme actif sur Io, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Donc on peut se dire que sur Pandora, il devrait y avoir des volcans. Parce que Io Jupiter, c'est à peu près Pandora Polyphème, en taille et en distance. Voilà comme on voit Pandora du sol, pas de volcan, une espèce de forêt vierge, genre tropicale humide, comme on dit. C'est la forêt amazonienne, en gros. Il y a une chose intéressante qui est donnée dans le film, Grace Augustine remarque, pour une fois, un film montre une femme chef d'un grand projet scientifique. C'est pas si fréquent, donc il faut le noter. C'est pas si fréquent même dans la vraie vie, mais un peu plus que dans les films. Mais dans les films, c'est toujours un type barbu, chaud, avec une blouse, il dit oui, c'est moi le chef. Et voilà. Et là, c'est Grace Augustine. Bon, il faut dire que c'est Sigourney Weaver, donc Alien Killer, donc évidemment, ça rigole pas. 10 puissance 12 arbres sur Pandora. Il y a 10 puissance 12 arbres sur Pandora. Voilà ce qu'elle nous dit. Alors, elle nous dit ça quand elle fait une analogie entre le fait que sur Pandora, un truc qui est complètement incompréhensible pour nous, pour lequel il n'y a pas la moindre début d'explication scientifique terrestre, c'est que les êtres vivants de Pandora peuvent se connecter entre eux directement par le biais d'une sorte de clé USB organique, et les arbres eux-mêmes forment une sorte de réseau internet d'arbres sur tout Pandora. Là, l'analogie, à mon sens, elle est extrêmement claire. 10 puissance 12, c'est le nombre de neurones dans le cerveau, le nombre de connexions neuronales dans le cerveau. 10 puissance 12, arbre, ben voilà, c'est ce nombre-là. Un arbre, ça a un tronc avec des racines. Les cellules nerveuses, ça a un machin avec une cellule au bout. Il y a un axone, il y a les dendrites, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a tout un bazar qui ressemble exactement à un arbre, enfin en cellules nerveuses. Donc là, l'analogie, à mon avis, est claire quand elle dit ça. 10 puissance 12, c'est pas un mauvais nombre non plus. Sur la Terre, on estime qu'il y a 4 à 500 milliards d'arbres. Donc 10 puissance 12, c'est 1000 milliards. Donc, vous voyez, l'ordre de grandeur est respecté. Quelques centaines de milliards sur Terre, 1000 milliards sur Pandora, pourquoi pas. Mais quand on sait ça, on peut estimer la surface de Pandora. Et donc sa taille. Ben comment? Ben, les arbres, ils sont répartis comme ça, dans la forêt tropicale. Combien il y a d'arbres par hectare? Bon, on se renseigne, on demande aux gens qui savent. Les gens qui savent vous disent, oui, il y a à peu près une centaine d'arbres par hectare, de gros arbres par hectare, des gros, des machins. Voilà. Pas les gros comme on a vu tout à l'heure, les arbres géants, hein, des arbres développés, pas des petits machins qui poussent. Une centaine par hectare. Donc il y a donc 10 puissance 10 hectares d'arbres. L'image du début, on a vu que les continents, ils étaient tout verts. Bon, il n'y a pas les volcans. Ok, je ne suis pas très d'accord avec ça, mais soit, il n'y a pas les volcans. Donc il y a 10 puissance 10 hectares de continents. Quand on voyait l'image, on peut faire une proportion à l'œil nul, c'est un peu compliqué s'il fallait mesurer proprement. Il y a à peu près 60%, 40% entre continents et océans.
Donc 10 puissance 10 hectares, c'est 40% de la surface de la planète. Bon, vous notez qu'il faut quand même faire attention, parce qu'il y a l'autre partie qu'on ne voit pas, la partie qui nous était cachée quand on a fait la photographie du début. Si vous regardez la Terre du côté de l'océan Pacifique, l'autre côté c'est l'Europe, vous dites il n'y a pas de continent sur cette planète. Si vous regardez du côté de l'Europe, vous dites c'est marrant, il y a beaucoup de continents, il n'y a pas beaucoup d'eau. Oui, voilà. Donc l'autre côté, je ne sais pas, je suis obligé de dire bah, c'est comme ce que je vois. Peut-être je me trompe, peut-être qu'il y a un énorme continent, peut-être qu'il n'y en a pas du tout et que c'est un énorme océan. Bon, je mets 60-40, la Terre c'est 2 tiers, 1 tiers, on va prendre des proportions de la Terre, pour faire simple. Et on trouve comme ça un rayon de Pandora qui fait 4900 km. À part du nombre d'arbres avec une estimation de la densité d'arbres, une estimation disons raisonnable, fondée sur les forêts tropicales terrestres. Gravité correspondante, 3/4 de gravité terrestre. Alors ça c'est très bien, c'est une gravité qui est légèrement plus faible que celle de la Terre. On y a un humain, va se retrouver assez à l'aise pour marcher sur Pandora, la gravité étant plus faible, il va se retrouver peser moins lourd. Il sera moins tiré par la planète, moins tiré vers le centre de la planète. Et ça c'est tout à fait cohérent avec une chose, c'est que le méchant, le colonel Quaritch, au début il fait des poids, il est vraiment méchant, il fait des gros haltères, des gros biceps, c'est un méchant. Et il dit le manque de pesanteur ça affaiblit. Il ne nous dit pas quelle est la valeur de la pesanteur, il est méchant et bête, et peu propice à donner l'information. Mais il nous dit le manque de pesanteur, ça fait. C'est pour ça qu'il fait des haltères. Et donc on sait que sur Pandora, la pesanteur est plus faible que celle de la Terre. Combien plus faible? On ne sait pas. Ça peut être 0,8, 0,7, 0,5. Est-ce que ça pourrait être 0,2 ou 0,3? J'en doute fort. Parce que si la gravité de Pandora était trop faible, un humain qui arrive sur Pandora, avec des muscles habitués à évoluer dans une gravité terrestre, il va marcher en faisant des bonds sur Pandora. La gravité étant faible, il aura des muscles un peu surdimensionnés. On les voit marcher assez naturellement dans le film. Bon, c'est normal, ils sont sur Terre, vous me direz. Ils font tout sur Terre, pas sur Pandora. Enfin, si on imagine qu'ils sont sur Pandora, ils marchent naturellement. Donc ils ne font pas des bonds sur la planète. Donc on peut estimer que la gravité de Pandora n'est pas trop faible. Alors peut-être 60%, 70%, 3/4, voilà ce que je propose, moi 3/4 de gravité terrestre, ça me convient tout à fait. Pourquoi on va sur Pandora? Pour exploiter les mines de l'obténium. L'obténium, c'est un truc qui n'existe pas. D'abord, c'est un nom qui évoque plutôt un corps pur, comme on dirait aluminium, ou beryllium, ou sodium. Et si on dirait un minerai, si ça évoque plutôt un minerai, ce qu'on voit là, c'est des mines, le minerai, on l'appellerait plutôt unobténite. D'ailleurs, kryptonite, pour Superman, ils ont bien choisi, ils n'ont pas dit le kryptonium, ils ont dit la kryptonite. C'est mieux choisi comme minerai. Alors là, on voit des humains, la taille des humains, c'est rien. Il y a des camions qui doivent faire 10 mètres de haut, puis ce truc, c'est juste monstrueux, quoi. Donc là, même s'il est un peu derrière, quoi, on sent bien que c'est gros. Alors ce truc-là, quand on voit une image comme ça, si on vous dit c'est sur d'autres planètes, je peux vous dire, les gars, c'est des gros balèzes. Parce que non seulement ils y ont été sur la planète, en dehors, vers une autre étoile, ce qui est déjà un énorme effort. Mais en plus, ce truc-là doit peser une masse si considérable, et vu le prix du voyage interstellaire, je peux vous dire qu'ils ne l'ont pas emmené en vaisseau. Ils ont dû non seulement s'installer, et contrairement à ce qu'on voit dans le film, on a l'impression qu'il y a une petite base tranquille, comme en Afghanistan, puis tout arrive par avion des États-Unis. Non, là, c'est pas la petite base tranquille comme en Afghanistan, et puis tout arrive par avion des États-Unis. Il faut absolument avoir des mines qui produisent du fer, toute la métallurgie qui va bien, et les usines qui vont bien pour construire ce truc sur place, plutôt que de l'amener en vaisseau interstellaire. Parce que je peux vous dire que le coût énergétique du transport interstellaire, c'est absolument titanesque. Dans le film, ils vont à une vitesse considérable, on va en reparler peut-être tout à l'heure, c'est dans 2 minutes. Si on va à 10% de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire on va sur Pandora ou sur Alpha du Centaure, on y va en 45 ans. Dans le film, ils ne mettent même pas 6 ans. Vous voyez déjà la performance. 10% de la vitesse de la lumière, c'est à peu près 1000 fois plus vite que ce qu'on sait faire actuellement. Donc c'est déjà une performance. Et ce n'est que 10% de la vitesse de la lumière. 1000 tonnes, c'est rien du tout. C'est peut-être le poids de ce camion-là. Vous n'avez pas envoyé un camion tout seul, plutôt vous avez des sondes à ce moment-là. Mais 1000 tonnes, il n'y a pas d'humain là-dedans, il n'y a pas de support vie pour des humains, c'est que des robots et des machins et des sondes. 1000 tonnes de charge utile à 1/10 de la lumière, l'énergie cinétique de ça, c'est toute l'énergie que consomme l'humanité en un an. Donc pour résumer d'une autre façon, on coupe tout, l'électricité, les bagnoles, tout, on coupe tout pendant un an. Cette énergie qu'on ne consomme pas, donc on se débrouille comme on peut. Cette énergie qu'on ne consomme pas, on en fait un gros tas. Je passe sur les détails techniques. J'injecte cette énergie-là dans les 1000 tonnes, je passe sur le problème de la propulsion, et les 1000 tonnes, elles vont à 1/10 de la lumière. Elles vont mettre 45 ans pour arriver sur Alpha du Centaure. C'est complètement minable par rapport à ce qu'on voit dans le film. Et ça vous dit, le coût énergétique d'un transport interstellaire, c'est monstrueux. Mais monstrueux. Un transport rapide, comme on le voit dans le film, c'est-à-dire ils mettent quelques années pour franchir quelques années-lumière. Donc ils vont, dans le film, on peut montrer à 2/3 à peu près de la vitesse de la lumière. C'est juste titanesque. Donc ce truc-là, quand on voit ça et qu'on sait que c'est une planète extraterrestre, et que les humains y ont été, alors ils ont forcément une énorme infrastructure autour de ça, c'est pas possible. Ils ne sont pas arrivés il y a 3 mois avec le machin démonté, puis ils l'ont monté. Alors le nepténium, 20 millions de dollars le kilo, moi ça me paraît un peu faible comme prix si on veut justifier le transport interstellaire.
en dépit de la valeur élevée. Par comparaison, voilà le cours des métaux l'année dernière quand j'ai fait la première fois cette conférence. Donc c'est plutôt quelques dizaines de milliers d'euros pour les métaux les plus rares. Le rhodium, c'est un peu cher là. Ça varie beaucoup le rhodium. Hein. Des fois, c'est monté jusqu'à 250 000 $, 250 000 € le kilo. Ça vaut un peu cher le rhodium. Il faut voir que là, évidemment, les comparer brutalement, c'est un peu bête. Il y a deux choses dont il faut tenir compte. Enfin, une chose essentiellement, c'est que tous ces métaux-là, il y en a de moins en moins dans la croûte terrestre à force de les ramasser. Et donc le prix va monter, salement monter, quoi. Il y aura une inflation assez terrible entre maintenant et plus tard. Plus tard, c'est 2154, l'époque où se passe le film. Donc en 2154, je pense que le kilo d'or vaudra plus que 30 000 €, et même beaucoup plus. On pense qu'actuellement, il y a plus d'or dans les coffres des banques et autour des colliers des dames et des messieurs qui ont des colliers et des bagues que dans le sous-sol de la Terre. Donc on a extrait, autrement dit, plus de la moitié du stock d'or terrestre. Et dans pas longtemps, il y aura zéro or terrestre. Pareil pour le rhodium, pareil pour l'argent, pareil pour les métaux rares, pareil pour le pétrole, pareil pour le gaz, pareil pour le charbon. D'accord, je dis ça pour les jeunes générations. Moi, je serai mort dans 50 ans, même avant. Donc voilà. Enfin voilà, c'est pour dire que le prix, là, la comparaison des prix, elle ne peut pas se faire brutalement, et que 20 millions de $, c'est probablement donné, quoi. C'est-à-dire à ce tarif-là, c'est gratuit. Enfin, c'est pas très cher, je pense, c'est plutôt 20 milliards qui serait le bon tarif. Un tarif raisonnable pour justifier le voyage interstellaire. Alors la machine, elle existe vraiment, regardez ça. Même en plusieurs exemplaires, hein, c'est des machines de mine, ça s'appelle Bucket Wheel Excavator, surtout que là ça tourne, puis ça ne s'arrête pas, et puis ça creuse un terrain de football, la surface d'un terrain de football sur 10 mètres d'épaisseur en quelques heures. Donc quand ça commence, c'est pas pour faire un trou vite fait dans son jardin, planter un arbre, hein, c'est pour raser le campus de... Voilà, le jour où vous allez déménager, on va vous raser complètement, et ben, je sais pas si on amènera un truc comme ça, mais... Ça, c'est efficace, si vous voulez. Alors, ça fait, vous voyez, ça fait 100 mètres de haut, 200 mètres de long, et ça a priorité quand ça traverse la route, quoi. Parce que, évidemment, on discute pas trop. Ça fait partie des plus gros engins industriels de terrassement mobile, en plus, hein, pas très rapide, mais voilà. Des engins à ce niveau. Enfin bon, c'est des engins assez stupéfiants. Alors, pourquoi ils vont chercher le nobténium? Parce que, regardez, le nobténium, il a une propriété particulière. Voilà un morceau de nobténium, il est sur un petit support, mais il ne le touche pas. Il faut qu'il y ait le support. C'est-à-dire, si on prend et on met au-dessus de la table, boum, il tombe. Mais si on met au-dessus du support, il reste en l'air. Ça s'appelle en fait la lévitation. Et ça existe en vrai, on sait faire de la lévitation. Alors il faut réfléchir un peu. On sait faire de la lévitation, mais alors pas avec de l'onobténium qui n'existe pas, on sait faire avec certains matériaux qu'on appelle des matériaux supraconducteurs. Un matériau habituel, il a deux propriétés. Il peut être conducteur ou pas, en gros, pour faire simple. Il y a l'isolant qui ne laisse pas passer le courant électrique, et il y a les conducteurs qui laissent passer le courant électrique. Et puis il y en a qui laissent plus ou moins bien passer le courant électrique. Le cuivre, qu'on met partout et qu'on vole sur les chemins de fer, eh bien, il laisse bien passer le courant électrique. Les supraconducteurs, ils ont une résistance électrique qui est nulle. Alors ça a des tas de conséquences très intéressantes. Ça a été découvert il y a à peu près un siècle. En fait, le centenaire de la découverte de la supraconductivité par un physicien hollandais qui s'appelle Kamerlingh-Onnes, qui a découvert ça en avril 1911. Donc, oui, tout juste un siècle. Et cette supraconductivité, elle a une conséquence qui a été découverte par un monsieur qui s'appelle Messner, quelques années après la découverte, c'est qu'un supraconducteur, quand il est dans son état supraconducteur, et pour ça, c'est pas un caillou qu'on ramasse, ou un espèce d'alliage subtil qu'on fait, c'est effectivement ça, un alliage subtil qu'on fait, ou un caillou qu'on ramasse, c'est pas tout à fait un caillou, c'est plutôt des métaux qu'on a raffinés, il faut le refroidir assez. Et ça veut dire vraiment froid, à peu près moins 270 degrés Celsius au moment où on a découvert la supraconductivité. Moins 270 degrés Celsius. Maintenant, on a des supraconducteurs un peu plus subtils que les tout premiers qu'on faisait, qui étaient essentiellement la découverte a été faite avec du mercure. Eh bien, les supraconducteurs, maintenant, ils ont des températures où ils sont supraconducteurs s'ils sont plus froids que environ moins 170 degrés. Ça reste froid pour nous, mais c'est beaucoup plus chaud que les moins 270 initiaux. On appelle d'ailleurs ces supraconducteurs des supras à haute température. Ouais, haute, tout est relatif. Donc, si on refroidit ce supraconducteur, il ne l'est pas à température ambiante. Si on le refroidit, le courant circule à travers lui sans aucune résistance. Et en plus de ça, il a une propriété qui s'appelle l'effet Messner. Il va expulser de son volume un champ magnétique extérieur. Par exemple, celui d'un aimant. Et quand on fait ça, il se passe une chose extrêmement curieuse que vous allez voir immédiatement. Voilà, ça c'est fait par mon copain Julien Bobrov, que vous pourriez inviter ici, il fait des manips super. d'Orsay, de l'université d'Orsay. Donc il a dans sa main la pastille noire, c'est le supraconducteur qui pour l'instant ne l'est pas parce qu'il est à température ambiante. La petite pastille métallique, c'est un aimant. Il les met l'un sur l'autre, ils ne se collent pas l'un sur l'autre, l'un et l'autre ne s'attirent pas. Il y a un aimant et un machin qui n'est pas aimanté, qui est le supraconducteur ici. Là, il est en train de verser ce liquide, c'est pas de l'eau, c'est de l'azote liquide, qui est à moins de 100 degrés. En versant l'azote liquide sur le supraconducteur, ça bout, parce que c'est très chaud, évidemment là c'est à température ambiante, ça refroidit le supraconducteur, et quand il devient supraconducteur, regardez, l'aimant, c'est pas une petite pièce, c'est un aimant, il s'est soulevé spontanément du supraconducteur. Et il flotte en équilibre stable, au-dessus du supraconducteur,
sans contact apparent. Voilà ce qu'on appelle de la lévitation supraconductrice. Quand on voit l'image d'avant, c'est exactement ça qui se passe. Là-dedans, il y a des aimants, là, il y a un supraconducteur. Il a une vertu, c'est que c'est un supraconducteur à température ambiante, parce que nulle part, j'ai vu que ce truc-là est refroidi. Alors là, ils ont trouvé, donc avec le nobténium, un supraconducteur à température ambiante qui est le Graal de la physique des matériaux. Le jour où on trouve ça, c'est jackpot pour le découvreur, il a intérêt à déposer un brevet, là. Ou son école. Ou qui. Ça, c'est vraiment le jackpot. Le courant circule sans perte d'énergie, sans résistance électrique. Vous pouvez faire des trains à lévitation, comme on fait au Japon, mais là, ils sont refroidis. Là, on fait des trains avec des matériaux à supraconducteur à température ambiante. Tous les fils électriques, vous les remplacez dans ce matériau-là. Il n'y a plus la moindre dissipation d'énergie dans les câbles électriques. Faire une pile, c'est extrêmement facile. Stocker l'énergie électrique, c'est facile. Vous mettez un générateur de courant, vous faites une boucle, le courant circule, vous enlevez le générateur, la boucle est supraconductrice, le courant continue de circuler. Il n'y a pas de résistance qui arrête le courant. La boucle est fermée, il n'y a pas de générateur et le courant continue de circuler. Chez mon copain Bobroff à Orsay, ils ont comme ça un supraconducteur en boucle, un cercle, un disque de supraconducteur. Le courant circule depuis 1991 dedans. Il n'est toujours pas arrêté. Ben oui. Tant que c'est assez froid, le supraconducteur garde ses propriétés supraconductrices, sa résistance est nulle, strictement nulle, et le courant circule sans aucune perte. Donc vous faites ça, vous avez une boucle dans la main, supraconductrice, le courant tombe dedans, vous voulez un peu d'énergie, vous branchez sur la boucle, vous pompez un peu de courant, vous enlevez, mais ce qui reste continue de tourner jusqu'à ce que vous en ayez besoin. Puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, il faut recharger en remettant du courant. Donc faire des batteries, c'est du coup trivial. Bon, on n'en est pas là. Enfin, pas avec le supraconducteur à température ambiante, on est encore très loin de ça. Voilà des câbles dans le supraconducteur, dans le supercollisionneur du LHC, le Large Hadron Collider au CERN. Voilà les câbles qui faisaient passer le courant électrique pour alimenter les bobines qui font le champ magnétique. Dans ces câbles-là, on faisait passer 12 500 ampères. Ça, c'est les anciens. Voilà les nouveaux. Les mêmes câbles, 12 500 ampères. Enfin, la même quantité de courant, même intensité. Sauf que ceux-là, on ne les fait pas passer comme ça, il faut qu'ils soient refroidis à environ moins 200 degrés Celsius pour que ça devienne supraconducteur et qu'on puisse faire passer autant de courant électrique dans un câble en apparence aussi frêle. On regarde des câbles en cuivre. Alors maintenant, si on voit ces montagnes flottantes, dans le film, il y a ce truc très spectaculaire, une espèce de montagne flottante. Ben maintenant, la réponse est claire. Ces montagnes, d'abord, c'est que ce truc-là, c'est de l'onobténium. Pour grande partie, ces montagnes sont en onobténium. Elles sont dans le champ magnétique de la planète et elles flottent, tout naturellement. Ça se comprend, on a compris l'idée. En physique, ça arrive tout le temps, ça. J'ai trouvé l'idée, c'est génial. Après, on met des nombres dedans, parce qu'une idée, c'est bien, puis on met les nombres, on fait l'application numérique. Et quand on fait l'application numérique, des fois, on a des surprises. L'idée initiale, elle ne marche pas si bien. Alors, ce truc-là, il y a un hélicoptère qui est là, ça fait 10 ou 15 mètres de taille. Ce truc-là, s'il fait 100 mètres de côté, 100 mètres de haut, 100 mètres de côté, 100 mètres de côté, 100 mètres de haut, vous êtes prêts à me croire, je pense. Ce machin, c'est un gros caillou. 100 par 100 par 100, ça fait 1 million de mètres cubes. La roche, c'est 3 tonnes par mètre cube. Ce truc-là, il doit faire 3 millions de tonnes, peut-être un peu plus même. Quelques millions de tonnes, ça doit faire ce truc-là. Question, on peut le calculer. Quel champ magnétique faut-il pour faire léviter 3 millions de tonnes de supraconducteurs à haute température ambiante? Ça se calcule. Et la réponse, pour ceux qui savent, ils vont comprendre. Pour les autres, j'explique, 10 000 Tesla. Alors pour ceux qui savent, ils ont compris. Pour les autres, on ne comprend rien. Pour ça veut dire quoi? Je vais comparer au champ magnétique de la Terre. Le Tesla, c'est une unité de magnétisme, comme le mètre, une unité de longueur, et la seconde, une unité de temps. 10 000 Tesla, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas parce que c'est 10 000 que ça fait beaucoup. Moi, je fais, pour vous dire la vérité, je fais 1750 milliards de nanomètres. C'est pour ça que je suis grand. Parce que le nanomètre est une petite unité qui vaut un milliardième de mètre. Donc je fais 1750 milliardièmes, 1750 milliards de milliardièmes de mètre. Donc je fais juste 1,75 m. Okay. Donc c'est pas parce qu'il y a marqué 10 000 que c'est un grand nombre, ça. Il faut voir qu'est-ce que c'est que cette unité. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors on va comparer au champ magnétique de la Terre. Le champ magnétique de la Terre, c'est 50 millionièmes de Tesla. Alors là, on comprend que ce champ-là dont on a besoin pour éviter cette montagne, il est juste à peu près 10 milliards de fois plus intense que celui de la Terre. Ça commence à être un champ tonique, on va dire. Et il est si tonique que les records en laboratoire, c'est 65 Tesla. Le mieux qu'on sache faire, 65 Tesla. Alors si on est dans l'astrophysique, il y a des étoiles à neutrons, des objets un peu curieux. Les champs, c'est 100 milliards de Tesla. Bon là, c'est un autre monde. C'est l'astrophysique. Là, 65 Tesla, 10 000 Tesla, c'est juste pas possible, quoi. On ne sait pas le faire. On n'imagine pas une planète qui aurait un champ ou un objet céleste comme une planète ou une étoile qui a un champ aussi intense que ça. Et probablement dans un champ comme ça, dans l'étoile à neutrons, la gravité est extrêmement importante. Donc c'est elle qui tient l'étoile en dépit de plein de choses, dont la pression magnétique. Un truc comme ça, si je prends cet ordinateur et je le mets où n'importe la chaise, pas vous, parce que les conséquences seraient fâcheuses, et je le mets dans 10 000 Tesla, vous êtes éparpillé sur les murs, quoi. C'est-à-dire le champ magnétique est tellement intense que ça
ça va séparer vos atomes, les niveaux d'énergie d'atomes vont se décaler beaucoup, l'effet Zeeman, pour ceux qui ont entendu parler, il va être un peu tonique, enfin, il va se passer des trucs, quoi. Il va se passer des trucs qui n'ont pas de bon sens. Les champs magnétiques qu'on fait couramment, où on allie à la fois intensité élevée et supraconducteur, voilà une des quelques applications des supraconducteurs actuels, donc des supraconducteurs froids, enfin à moins 200 degrés, c'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Où là, on fait des images du cerveau, on met les gens dans un champ magnétique intense, par exemple du cerveau, dans un champ magnétique intense qui est 5 à 6 Tesla, dans des grosses bobines. Donc, quand ils se glissent, vous avez déjà vu ces images, où on glisse la personne dans une espèce de cylindre. Le gros machin qui est autour, ce sont des bobines supraconductrices qui forment un champ magnétique très intense et qui permettent de faire des imageries, par exemple, des images très précises du cerveau. Donc là, c'est à la fois champ magnétique intense, 5-6 Tesla, mais c'est intense pour la Terre, et supraconducteur. Bon ben voilà, je vais mettre encore une image pour finir sur une jolie image, puisque là je vois qu'il est l'heure déjà. Voilà une belle image évidemment, on peut se poser des questions, comment ça arrive à pousser l'espèce de lierre rampant là. Ça, vous voyez, là les gars ils font 3 mètres, hein, donc ça fait 6 mètres de diamètre. Ça, hein. Donc voilà, du lierre de 6 mètres de diamètre qui franchit des centaines de mètres comme ça, on se demande comment ça fonctionne. Les trucs qui flottent. Remarquez que ces images flottantes, encore une fois, le film ils ont repompé tout ça. Hein. Regardez par exemple Magritte, ce que fait le peintre René Magritte, un peintre surréaliste belge, il s'appelle le Château des Pyrénées, c'est un machin qui flotte au-dessus de la mer. Et pour les plus anciens d'entre nous qui ont suivi l'actualité dans les années 70 hein, ou 75 et qui sont intéressés à la musique du groupe Yes, ça vous dit quelque chose le groupe Yes? J'en vois qui sont de la bonne génération. Ah voilà, le groupe Yes, il y a toujours des pochettes, vous vous rappelez? Les pochettes toujours très flashy, un peu psychédéliques, là sympa. Alors voilà, c'est pas une pochette du groupe Yes, mais c'est Roger Dean, c'est un illustrateur qui a beaucoup illustré le groupe Yes. Et Roger Dean, voilà ce qu'il avait fait, c'est les années 70, 75. Hein. Donc toute la science-fiction qu'on voit dans les films, ça a 40 ans de retard sur la science-fiction littéraire, quoi, en gros. Pour vous dire gros. Je ne parle pas du scénario en plus, hein, mais juste les images. Ouais. Les images. Et donc si vous voulez lire de la science-fiction intéressante, on peut aller au film, parce que dans les films c'est sympa, mais si vous vous intéressez à la science-fiction, vous voulez lire de la science-fiction, il faut la lire. Enfin, la science-fiction intéressante, il faut la lire. La science-fiction qui s'écrit maintenant, ou qui s'est écrite avant, il faut la lire. Voilà, faut pas enfin, au cinéma c'est rigolo, mais pas toujours. Voilà, merci de votre attention.